Pour moi, au Québec, on ne paye pas le vrai prix de l'eau. Êtes-vous prêt à payer pour votre consommation d'eau? Est-ce que vous êtes prêt à payer pour votre consommation d'eau? Voilà la question que posait l'animatrice Constance Byrne sur le plateau du Centre de l'interprétation de l'eau de Laval. L'un des rôles du CIO consiste à favoriser une utilisation responsable de l'eau. La pensée de mon voisin est plutôt Parmi les extrême invités, droite. des Chacun experts fait pour ce qu'il a. et des citoyens qui ne partagent pas les mêmes points de vue, certains favorisent une approche utilisateur-payeur, tandis que d'autres s'y opposent fermement. Si ça nous prend des compteurs d'eau pour s'ouvrir les yeux, bien, ce sera Un débat au cours duquel on a débattu ardemment sur les fameux compteurs Jamais je d'eau. vais payer pour ça et jamais j'aurais forcé mes citoyens à payer pour ça. Le compteur d'eau et la consommation, c'est pas en rapport. Bien que les personnels du centre favorisent une approche utilisateur-payeur, ceux-ci tenaient à favoriser le débat contradictoire. Moi, j'en reviens pas qu'on parle de compteur d'eau aujourd'hui, là. Pourquoi rajouter encore? Je pense toujours aux plus petits. C'est aussi une question d'équité, un compteur d'eau. Mais si c'est pour économiser de l'eau, c'est un échec lamentable. Tout le monde doit être conscient. Donc, à quel point est-ce que c'est important pour nous en tant que société? Il sera aussi question de la responsabilité individuelle des citoyens. C'est important pour nous, on le fait. Si c'est pas important, ben c'est pas grave, on révèle que c'est pas aussi important. De même que le rôle des différents paliers de gouvernement. Il y a 13 ministères qui touchent l'eau, qui ne se parlent pas. Je parle pas. Il y a de On en vient l'argent des partout données. et ça tombe entre deux chaises. Oui. Alors, on va commencer à regarder nos élus. Que nous donne l'exemple? Ont aussi participé à ce débat des citoyens originaires du Cameroun, C'est la matière première de la vie. d'Haïti, l'eau peut être la mort aussi. de la Dans quelques France années, quelques dizaines d'années, on n'en aura plus. et de la Tunisie. Les municipalités ont peur de dire que il y a des périodes où l'eau s'en va non traitée dans la rivière. Quelques minutes avant que le débat ne commence, les 22 invités du forum avaient été invités à visionner un court-métrage intitulé « L'eau, c'est de l'or qui tombe du ciel ». Un film nourri par des œuvres des passionnés des arts visuels. Et pour accompagner ces images, la voix de Sophia Byrne Bertrand. Alors, je laisse place à la diffusion du court-métrage maintenant. Entendez les cris stridents des femmes du Nigeria, de la Somalie et du Soudan du Sud. Ce sont elles qui cherchent de l'eau entre les guerres et les famines. Et lorsqu'elles en trouvent, elle est souvent sans vie. À la naissance, l'enfant est constitué d'eau et elle coule en nous pour le reste de nos jours. L'eau se repose dans la lumière des étangs. On l'entend parfois bouger dans la nuit. Elle met du baume sur nos joues. Tandis que dans la haine, le chaos s'installe dans les molécules aqueuses. À regard d'homme, rien n'y paraît parfois dans la blancheur des eaux de chute. Les eaux rouges, les eaux noires, les eaux mauves, les eaux brunes, ces eaux-là ne bruissent pas tout le temps pour avertir du danger. La mort s'est glissée dans le lit de la rivière Artibonite d'Haïti. Le choléra. Avez-vous déjà entendu des phoques pleurer comme des nouveau-nés parce qu'ils ne retrouvent plus leur chemin ni leur demeure? Depuis toujours, des cités ont été englouties par Miel et Héraclion. L'eau, c'est elle que l'on cherche sans fin dans un univers qui ne semble pas avoir de fin.
alors qu'elle s'affole dans tous les hémisphères de notre planète. La Terre a plus de 4 milliards d'années et il lui en reste moins à vivre avant qu'elle ne soit asséchée à petit feu par le Soleil. Tout le monde tourne? Est-ce qu'on est prêt à payer pour sa propre consommation d'eau? Est-ce qu'on a vraiment un problème avec l'eau? Est-ce qu'on a un problème? J'aimerais ça vous entendre, M. Leroux. M. Leroux, d'ailleurs, qui est chargé de cours au HEC, c'est bien ça? Oui. Alors, est-ce qu'on a un problème avec l'eau? Est-ce qu'on ne paye pas assez cher? Le problème qu'on a, si on en a un, et on en a un, c'est pas tant avec l'eau en tant que ressource, c'est avec les services d'eau et les infrastructures qui sont utiles pour offrir ce service d'eau-là. Au Québec, en particulier, on a des infrastructures qui sont vieillissantes, qui ont dépassé leur vie utile, et le financement n'est pas adapté aux besoins. OK. Il n'est pas adapté aux besoins. Mais il est insuffisant. OK. Vous, M. Lavoie, M. Jean Lavoie, qui est d'ailleurs cofondateur du CIO ici, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on a un problème avec l'eau? Bien, à mon avis, c'est sûr qu'on a un problème avec l'eau. On a une perception que l'eau est gratuite. Je pense qu'on ne rend pas service à la société en faisant croire aux gens que l'eau est gratuite. Il n'y a pas de tarification associée à l'eau, donc les gens la consomment d'une façon inconsidérée et il y a beaucoup de gaspillage. L'argent qu'on gaspille en gaspillant l'eau, c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser à bien d'autres, à des fins plus utiles. Je pense que le gouvernement fédéral finance une bonne partie de l'eau. En fait, le financement vient de 3 paliers principaux, en plus des individus, des personnes. Il y a le gouvernement municipal, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Chacun contribue d'une façon substantielle. Et malheureusement, le fait que le financement ne soit pas autonome et intégré, il y a du financement ad hoc, par exemple avec des subventions qui viennent du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, mais les subventions n'arrivent pas nécessairement au moment où les travaux sont requis. Il y a un peu une pensée magique. Les municipalités installent des tuyaux, par exemple, enfouissent des tuyaux dans le sol. Ça coûte très cher. Et là, ils pensent que le travail est fini pour toujours. Et ils découvrent 30, 40, 50, 60 ans plus tard que les tuyaux se dégradent. Ils n'ont pas fait de provision pour remplacer ces tuyaux-là. Et là, ils se tournent vers les gouvernements pour essayer d'avoir des subventions, mais les gouvernements n'ont pas nécessairement prévu les subventions. Ça fait en sorte que les réseaux se détériorent. Et quand les subventions finissent par arriver, on se retrouve comme à Montréal, où c'est des chantiers partout, c'est bloqué partout, parce qu'on veut tout refaire en même temps. Mais c'est qui le grand responsable, le grand gestionnaire là, des conduites d'eau dans nos villes? C'est qui est supposé de comprendre et de prévoir qu'une tuyauterie, là, ça dure 60 ans, puis en 2019, c'est prévu sur la rue Sainte-Catherine, on doit remplacer tel bout à tel bout de C'est une responsabilité municipale. C'est les municipalités qui sont responsables de ça, sauf que c'est appliqué d'une façon très inégale. Il y a des villes, notamment les villes plus importantes, qui connaissent mieux leur réseau, mieux les besoins de réfection. Des petites villes, des fois, qui n'en ont aucune idée. Donc, il y a une application très, très inégale des besoins en réfection d'infrastructures. C'est un peu artisanal. Oui. Vous, M. Charbonneau, qui gère mal nos conduites d'eau? Il y a peut-être effectivement des responsables municipaux qui ne gèrent pas bien. Je ne partage pas complètement l'opinion qui vient d'être émise à le fait que c'est pas vrai qu'on n'est pas conscient que les conduites doivent être remplacées. Il y a un entretien minimal à faire. On utilise des stéthoscopes pour écouter nos conduites d'eau maintenant, comme certains médecins. C'est vrai? Ah oui, absolument. On sait où sont nos fuites et c'est comme ça qu'on gère nos fuites d'eau. Et on fait des inspections régulièrement dans nos conduites d'eau. Effectivement, peut-être que certaines administrations municipales ne prévoient pas le remplacement éventuel, mais ça doit être fait comme dans n'importe quelle entreprise. Une ville, c'est une entreprise de service, mais c'est une entreprise et donc on doit prévoir le remplacement des conduites à un certain moment donné. Je vois Mathieu Léonard, qui était impliqué dans la politique en 2017, qui a été candidat pour le projet Montréal. C'est aux villes et aux provinces de subvenir aux besoins, tels que ce soit les services municipaux, que ce soit de l'art, de l'entretien, n'importe quoi qu'on peut imaginer.
Mais le problème, c'est que on ne taxe pas nécessairement l'eau. Oui, les gens payent pour une taxe d'eau qui est déjà incluse, mais si on veut aveugle, qui n'est pas une taxe, on dit oui, c'est une taxe d'eau. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là, c'est qu'on donne des services qui sont gratuits, qui ne sont pas nécessairement nécessaires, mais on ne taxerait pas l'eau. Je ne suis pas nécessairement pour une taxation de l'eau, parce que ce qui est important aussi de rappeler, c'est que oui, ils mettent des tuyaux pendant X nombre d'années, qui se déroulent après X nombre d'années. Sauf que la gestion de mettre en tant que telle une tarification sur l'eau, ça aurait des coûts astronomiques, parce que là, on parle d'inégalité sociale, les égalités sociales aussi, les riches, les pauvres, les écarts. On aurait ceux qui peuvent se permettre de payer de l'eau, ceux qui ne peuvent pas se le permettre, ceux qui dépensent de l'eau inutilement, que ce soit sur leur pelouse, leur terrain, leur gazon, leur asphalte, leur balcon, n'importe quoi. Là, tu as ceux en temps qui n'ont pas nécessairement d'argent pour se payer ça. Là, tu crées un problème d'hygiène aussi, parce qu'ils ne vont pas se payer l'eau. Alors là, de ce que je comprends, c'est qu'on a des mauvais gestionnaires. C'est ça que je comprends jusqu'à maintenant. Moi, j'aimerais ça, en tout cas, des gestionnaires qui pourraient revoir un peu la façon de faire. Dans ma municipalité, les gens paient pour l'eau et l'entretien du réseau d'aqueduc, la production de l'eau, tous les produits chimiques, la distribution au complet est compartimentée et il y a une taxe d'eau spécifique sur le compte de taxes. Donc, les gens savent c'est quoi le coût de l'eau. Alors, les gens sont plus sensibles à l'utilisation de l'eau dans ce temps-là. Je pense que ça aide l'éducation. Alors, moi, j'aimerais savoir comment ça se passe ailleurs. Au Cameroun, je dirais, tout ce qu'on a cité tout à l'heure, le problème d'entretien des systèmes, des réseaux, c'est la même chose au Cameroun. Et aujourd'hui, on traverse une grosse crise d'eau. On a vraiment un gros problème d'eau de distribution. Ce n'est pas l'eau en tant que telle. La nature autour du Cameroun, on a de l'eau. Mais la distribution, il y a un gros problème. Parce que les réseaux de traitement sont complètement désuets. C'est rouillé à l'intérieur, c'est plein de boue. Et pour que l'eau parte d'un point A à un point B, c'est infernal. On peut faire parfois 2-3 jours sans avoir de l'eau à Douala. 2-3 jours. 2 à 3 jours sans avoir de l'eau, c'est vraiment difficile. Ce n'est pas l'eau même qui est un problème, hein. C'est tout le système qui nous permet d'acheminer l'eau qui a un gros problème au Cameroun. Donc, depuis un certain temps, le gouvernement essaie de trouver des stratégies pour essayer un peu de corriger ces problèmes-là. Mais ça fait parce que c'est depuis 1970 que ce réseau a été construit. Donc aujourd'hui, on se retrouve 30, 40 ans après, ça n'a pas été entretenu, donc c'est plein de calcaire, plein de boue. C'est à peine qu'on voit une goutte sortir du robinet. On a ce gros problème-là au Cameroun. J'ai entendu dire durant la pause tantôt que c'est pas très populaire réparer le spaghetti souterrain. C'est pas comme offrir un parc ou des belles routes en asphalte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les politiciens font des choix entre les besoins et entre ce qui est populaire pour la prochaine élection? Oui, allez-y. Mon opinion, c'est effectivement le cas, et c'est justement pour ça que c'est important d'avoir un fonds dédié à l'eau, pour éviter que les politiques, que ce soit pour des raisons électorales ou pour des raisons d'urgence autres, utilisent des fonds gouvernementaux, municipaux, pour aller faire ces nouveaux projets, comme un parc, comme un hôpital, mais qu'il faudrait plutôt s'assurer qu'il y a une enveloppe qui est dédiée à l'eau pour qu'il y ait un apport suffisant et un apport stable. Je pense que c'est ce que disait M. Lavoie, c'est que si on n'a pas de stabilité dans les revenus, comment est-ce qu'on peut prévoir, comment est-ce qu'on peut avoir un échéancier d'intervention qu'on va pouvoir respecter si on n'est pas sûr d'avoir des revenus, si ça dépend des subventions? L'eau, effectivement, comme je disais tantôt, c'est souterrain. Hein? C'est plus facile de l'oublier, c'est plus facile de le remettre à plus tard. Les échéances, les horizons, quand on parle des infrastructures d'eau, ça dépasse les mandats électoraux. Hein. Des conduites d'eau, là, les Français nous disent que c'est 100 ans, la durée de vie utile. Hein. Je voyais, la semaine dernière, il y a eu un chantier à Montréal où on retirait une conduite d'eau posée en 1890. Zéro fuite, zéro réparation. Mais l'ingénieur disait, ben regarde, il n'y a pas eu de fuite, là, mais il va en avoir une un jour ou l'autre. Donc, vous voyez, c'est long, hein, l'eau, c'est les horizons, et c'est très, très facile de dire, ben regarde, on va pouvoir attendre une année de plus. Oui, c'est ça. Hein, et puis une autre, puis une autre. Alors que les gens disent, ben regarde, il y a des dangers dans les parcs de la municipalité. Est-ce que tu vas attendre qu'un enfant se blesse
Non, Exactement. il faut intervenir tout de suite. Je comprends. Alors, Monsieur Toujani, vous qui êtes originaire de la Tunisie, alors dites-moi, est-ce que vous avez des problèmes d'eau chez vous? Ben, on a quelques problèmes d'eau. OK. Quitte à que si on sort de la capitale, Tunis, à 10 km de Tunis, des fois, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau. Ah donc, oui? ils sont obligés d'aller chercher l'eau dans des points de ravitaillement. Généralement, ils utilisent des calèches ou sur dos d'âne pour aller chercher l'eau. En 2018? Oui, en 2018. Il y a aussi, ça fait quelques mois que le gouvernement a fait une coupure volontaire de l'eau pour pouvoir contrôler le réserve d'eau. À quoi ça ressemble une coupure volontaire? C'est-à-dire qu'on coupe l'eau pendant une journée ou voilà, donc suite à des débris ou à des réparations, mais ce sont des coupures volontaires. OK. Donc pour pouvoir remplir les réservoirs. Vous avez grandi un peu là-dedans, dans cette atmosphère-là. Êtes-vous allé chercher de l'eau à dos d'âne? Non. Par chance, j'ai pas eu ça, mais j'ai des membres de ma famille qui sont banquiers dans des villages, pas dans la capitale, et puis qu'ils ont des difficultés d'avoir de l'eau. Puis, considérez-vous qu'au Québec, on a un problème? Non. Ici, vous n'avez pas de problème. Il y a l'eau. Et puis, on parle de tout ce qui est rénovation, gestion. C'est ça le problème, c'est une question d'argent. Donc, moi, je suis pour mettre des compteurs. Je suis pour payer l'eau, puis rendre le service de l'eau autonome. OK. Dites-moi comment ça marchait, ça fonctionnait justement en Tunisie. En Tunisie, vos habitudes là, quotidiennes, là. On a un compteur d'eau, donc chacun paye l'eau, puis ensuite, c'est par des paliers. C'est-à-dire, ça dépend au niveau de mètres cubes, de 0 à tant mètres cubes, paye 20 cents de litre ou 10 cents de litre. Après ça, une fois que tu augmentes ta consommation, tu payes encore plus. Puis à fur et à mesure qu'on augmente de palier, encore plus. OK. Donc, on paye pour l'eau. Donc, le monde, ils sont conscients, ils ne gaspillent pas l'eau. Ici, par contre, moi-même, personnellement, j'ai l'habitude à laisser l'eau couler. Je l'avoue. Mais non, mais dès qu'il met le pied dans l'avion... Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, j'ai fait mes études ici à l'Université de Sherbrooke. Lorsque je rentrais chez nous en Tunisie, puis je prenais ma douche, je laissais l'eau couler. Ma mère elle me crie derrière, « Hey, il ne faut pas laisser l'eau. » Pour moi, c'était comme quelque chose que je fais ça spontanément. Parce que j'ai pris l'habitude ici qu'on ne paye pas pour l'eau, fait que c'est gratuit. C'est ça. Ça, donc, c'est une mauvaise... c'est facile de glisser dans de mauvaises habitudes, même quand on a grandi dans un environnement où tout était contrôlé, en tout cas du moins par rapport à l'eau. J'aimerais vous entendre Cyril Borda, originaire de France. Bonjour. Bonjour. En France, est-ce qu'il y a des chantiers de construction partout pour les aqueducs comme ici? Montréal, c'est quand même une ville phare. C'est géré différemment chez nous. C'est sûr que depuis le plus jeune âge, vu le prix de l'eau chez nous, on a toujours été conscientisés par nos parents. Intéressant. Combien ça coûte chez vous, l'eau? Le mètre cube, le prix moyen est de 3,50 € du mètre cube. Et ici, j'ai regardé un petit peu, le prix moyen, c'est 7 sous par mètre cube, donc c'est assez alarmant. Donc si on veut planifier des projets avec ça, on ne va pas planifier grand-chose. Qui de ce côté-ci est en mesure de me dire combien ça coûte l'eau au Québec? Ce qui coûte cher, d'abord, c'est pas le liquide. Le liquide, c'est gratuit. Ce qui coûte cher, c'est les tuyaux, les conduites souterraines, les usines. Et ça, c'est un truc que vous consommiez une quantité astronomique d'eau ou pas du tout, c'est le même prix. C'est le même prix. C'est le même coût. C'est un bon point. C'est 97 %, un peu plus que 97 % des coûts, c'est des coûts fixes. Ici, je vais donner la parole à Mme Denise Cloutier, directrice générale du CIO. Vous auriez quelque chose à ajouter là-dessus? Pour moi, au Québec, on ne paye pas le vrai prix de l'eau et non plus le vrai prix pour les infrastructures, des infrastructures qui seraient adéquates. Au niveau de l'eau potable, on est vraiment très performant. Mais au niveau des eaux usées au Québec, en fait, une fois que l'eau est utilisée, salie, on la renvoie dans nos cours d'eau, souvent non traités. Allez pas vous baigner dans un cours d'eau après une pluie, parce qu'il y a énormément d'ouvrages de surverse
c'est-à-dire des ouvrages qui laissent couler l'eau directement sans qu'elle soit traitée parce que ça déborde après une pluie. Pourquoi ça? Parce que quand au Québec, on a choisi dans les années 80-90 de faire des usines d'assainissement des eaux, on a choisi qu'elles soient performantes en temps sec seulement. Ah, OK. Alors ça, c'est un problème. Moi, j'ai été élue pendant 20 ans, j'étais à la Régie d'assainissement des eaux. Quand j'ai appris qu'on envoyait notre eau non traitée souvent dans les cours d'eau, je me suis dit, mais pourquoi on ne paye pas le prix qu'il faut pour avoir une infrastructure normale? OK. Puis en plus, quand M. Hamel dit que oui, le gros coût, c'est l'infrastructure, mais effectivement, l'infrastructure, elle va devoir être plus grande si on consomme plus d'eau. Moi, j'ai été dans une ville en croissance et une ville où il y a beaucoup de piscines, beaucoup de gazon. Alors, la consommation des citoyens qui ne sont pas conscientisés parce qu'ils ne payent pas à la consommation, par exemple, au printemps, mettons le mois de juin, puis on est content que le mois de juin soit le mois de l'eau. Au mois de juin, tout le monde vide sa piscine et la remplit. Mais moi, j'ai souvenir qu'on a dû grossir les réserves d'eau potable parce qu'on n'était pas capable de fournir. Au Québec, là, c'est 400 litres par jour qu'on consomme. Alors, par exemple, que dans un pays comme la Suisse, on parle de 180 litres d'eau par jour. Pourquoi? Eux, ça fait des années qu'ils sont conscientisés à la consommation d'eau. Nous, on ne l'est pas. Et on consomme sans compter. Alors, dites-moi, êtes-vous d'accord, vous, avec le fait de payer plus d'eau? Vous venez d'Haïti, est-ce que... Je viens d'Haïti. C'est quoi votre perspective par rapport justement à votre pays d'origine? Je trouve qu'on est bien ici, mais effectivement, il faudrait faire la pédagogie aux gens pour leur dire qu'ils sont riches avec l'eau qu'ils ont au Québec. Mais chez nous, c'est difficile, mais n'empêche que quand on ne fait pas attention, on a des maladies, on a les conséquences de l'inconséquence qu'on a eue. Oui. Voilà. Alors ici, c'est ça, les différents problèmes là, que je vois. Oui, il y a la canicule, oui, il y a l'infrastructure. Il y a aussi le coût de traitement d'eau qui est plus important qu'avant et il y a une population croissante. En même temps, il y a quand même un effort qui est remarquable chez les gens. Il y a une consommation d'eau qui est moins importante. On voit des progrès. À l'intérieur de 3 ans, justement, il y a une diminution de 53 litres par habitant entre 2006 et 2009. Donc, on voit qu'il y a une augmentation marquée là, de l'effort chez les gens de réduire leur consommation d'eau, d'être plus responsables. Alors, les punir pour un comportement qui est souhaitable, dans le fond, est-ce que c'est la meilleure solution là, d'ajouter une taxe plutôt que de prendre d'autres moyens? Oui? Continuer la pédagogie, de continuer l'éducation, parce que c'est ça qu'il faut. Vous dites 2010, nous sommes en 2018. Il faut continuer. Mais l'eau peut être la mort aussi. L'éducation, la pédagogie pour l'eau. Je ne suis pas pour payer, mais avec l'éducation, tout va se résoudre. Merci, Dr Nancy Baudouin, qui a une clinique de dentisterie à Laval, justement. J'aimerais ça connaître votre réalité, vous, en tant que résidente et aussi en tant qu'entrepreneur. Ce que j'ai pu remarquer dans mon entourage, c'est qu'on avait eu certaines restrictions aussi au niveau de la ville qui nous avait demandé là, de changer, ça fait quelques années, de changer les heures d'arrosage, mettons, de système d'irrigation. On avait aussi, maintenant qu'il a été rajouté des détecteurs de pluie qui font que les gens du secteur vont moins gaspiller l'eau, là, au moins pour des choses un petit peu plus futiles comme arroser son gazon.
ou bien nettoyer. Moi, je sais que personnellement, j'essaie de faire la petite police du quartier pour dire aux voisins arrêtez d'utiliser votre eau de la mauvaise façon. J'ai un petit baril aussi après mes gouttières pour récupérer l'eau, pour essayer d'arroser mon jardin au lieu d'arroser avec le boyau. Donc, j'essaie de suivre un petit peu le truc écologique, là. Ils nous ont fait changer pour les bacs bruns. Ils nous ont envoyé une troupe au niveau de la ville, des brigadiers qu'ils appelaient, qui passaient de porte en porte pour nous éduquer. Mais je me dis, ils pourraient aussi venir éduquer les gens au niveau de la consommation de l'eau. Je sais que là, présentement, quand il y a du gaspillage d'eau qui se fait, il faut qu'un citoyen appelle et fasse une plainte pour que quelqu'un vienne faire une surveillance. Mais ils viennent, ils prennent la petite voiture, puis ils viennent les avertir qu'il faut faire attention à la consommation, tout ça, mais ce ne sont que des avertissements, il n'y a pas de punition. Mais au moins, il y a un petit peu d'éducation qui se fait à ce niveau-là. Mais je me dis, quelqu'un passe pour vérifier les stationnements, mais pourquoi cette personne-là ne pourrait pas surveiller aussi les gens qui surconsomment l'eau? Ça pourrait être des façons de faire. Et je pense que les initiatives ne sont pas concertées. Je parlais justement à ma coiffeuse hier, puis je lui demandais, j'ai dit, comment ça se passe dans ton coin à Repentigny? Donc, ce n'est pas seulement des réprimandes verbales. Vraiment, ils passent à l'action. Ce sont des horaires très stricts à respecter. Et les voitures passent constamment dans le quartier et il y a des amendes salées qui vont avec ça. C'est difficile de dépolluer les rivières. Puis c'est pas seulement avec la petite taxe qu'on paie en tant que citoyen pour l'assainissement des eaux qu'on va pouvoir dépolluer les rivières, tout ça. Moi, je pense qu'en tant que citoyen, on est responsable de nos rivières, de l'eau ici au Québec, puis tout le monde doit être conscient et payer d'une certaine façon une taxe, que ce soit des familles avec plusieurs enfants. Il pourrait y avoir des compteurs d'eau avec un montant gratuit, admettons. Puis quand tu dépasses le montant gratuit, bien, à ce moment-là, tu payes pour ta consommation d'eau. Et cette somme-là serait pour la dépollution des rivières, pour la conscientisation des gens à utiliser l'eau d'une façon raisonnable. Je serais insulté d'être obligé au Québec d'avoir un compteur d'eau à mon domicile. J'ai assez du compte d'Hydro-Québec. Hein? Ça, c'est normal. Payer l'électricité, on paye pour notre consommation. Payer pour l'eau, c'est ridicule. Moi, j'en reviens pas qu'on parle de compteur d'eau aujourd'hui, là. Je suis entièrement contre les compteurs d'eau. Chez moi. Je vous laisserai la parole ici à Mme Rosalino. Quel est votre avis, justement, par rapport aux compteurs d'eau? Est-ce que vous êtes d'accord, sans doute, du fait de votre position dans la salle, mais pourquoi? Bien, en fait, comme tantôt vous parliez d'éducation, vous avez dit un mot qui m'a fatiguée. Vous avez parlé de conséquences. Donc, pourquoi le compteur d'eau devrait être une conséquence, une punition? Pardon, là, je reprends vos mots, vous avez parlé de punition. Je ne pense pas que le compteur d'eau va devenir une punition, c'est plutôt un encadrement. Tant que les gens ne sont pas acculés au pied du mur, ils ne voient pas le problème. Ça se passe ailleurs, ça ne se passe pas chez moi, ça n'existe pas. On a des beaux témoignages là aujourd'hui de plein de gens qui viennent d'ailleurs dans le monde puis qui nous disent, bien, chez nous, on le voit, le problème, on a trouvé une solution. Ici, on ne le voit pas. On a une abondance de la richesse, là, donc on se dit, bah, c'est correct, ça arrive juste aux autres. On va être obligé de se rendre à la limite de ce qu'on peut avoir ici avant de se dire, OK, on aurait peut-être dû prendre des mesures. Okay. Aux États-Unis, l'immense majorité des Américains ont des compteurs d'eau. L'immense majorité des Britanniques n'ont pas de compteur d'eau. Qui consomme le plus? C'est les Américains. Ben oui. Pourquoi? C'est pas parce que les Britanniques sont plus intelligents puis plus précautionneux. Ils mouillent tous les jours. Un peu, mais tous les jours. Tu n'as pas besoin d'arroser en Grande-Bretagne. Hein? Alors que quand tu es au Nouveau-Mexique puis tu veux du gazon irlandais, ben ça consomme beaucoup d'eau. Le compteur d'eau et la consommation, c'est pas en rapport. Vous, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Quelqu'un qui n'a pas de compteur d'eau, à qui on installe un compteur d'eau, surtout si la tarification qui est associée est une tarification efficace, on assiste automatiquement à une diminution marquée de la consommation d'eau. Mais quelqu'un qui ne paye pas du tout pour sa consommation d'eau et qui du jour au lendemain paye, bien à ce moment-là, ça fait une différence très importante. Ça lui permet notamment de vérifier la présence de fuites. Souvent, dans les résidences, il y a des fuites d'eau
qui fait que des gens consomment beaucoup, beaucoup d'eau. Et le fait de pouvoir avoir une transparence, de voir l'eau, comment on la consomme, c'est important de voir ça. Je vais vous montrer un petit graphique. C'est un graphique de la consommation d'eau résidentielle unifamiliale à Laval. OK. Une étude qui a été faite dans les années 92. Et on peut voir qu'il y a une différence. Il y a des gens qui consomment aussi peu que moins de 100 mètres cubes par année, des résidences en fait, jusqu'à des gens qui consomment plus de 700 mètres cubes. Il n'y a pas de compteur d'eau à Laval. Ce que ça veut dire... donner une idée, là, 700 mètres cubes, là, ça équivaut à quoi? Bien, 1 mètre cube, c'est à peu près gros comme le bureau que vous avez, ce que vous avez devant vous. On a 700 comme ça. Il y a des gens qui en consomment, des résidences qui en consomment 700 comme ça. OK. À Laval, la personne qui consomme moins de 100 mètres cubes paye la même chose que la personne qui en consomme 700. Probablement, si la personne seule dans un bloc appartement qui consomme très peu d'eau paye la même chose que la famille de 4-5 personnes qui a une piscine, qui arrose tout le temps, qui lave son auto tout le temps. C'est aussi une question d'équité, un compteur d'eau. S'il y avait des compteurs d'eau, ces graphiques-là, si on verrait un déplacement vers la gauche, pour vous, là, il y aurait certainement une économie à faire. L'économie que l'on fait, pas seulement pour l'eau, mais l'économie économique associée à ça, bien, on pourrait utiliser cet argent d'une façon beaucoup plus efficace, notamment pour réduire les surverses, ou bien faire tout simplement une meilleure équité ou un meilleur partage entre les revenus, par exemple. J'ai le goût de vous relancer parce qu'il y a différentes façons d'installer, de tarifer avec les compteurs d'eau, soit par habitation ou soit par nombre de personnes. Donc, c'est une solution qui devient complexe et difficile parce que qu'on sait que dans un logement, les gens déménagent, plusieurs déménagent tous les ans, savoir combien, s'il y avait 4 personnes, il y avait 5 personnes. Donc, il faut tenir comme un registre. Êtes-vous d'accord de ce côté-ci que c'est non? Mathieu, oui, Mathieu. OK. Dans le fond, je vous explique, je joue un peu l'avocat du diable là-dedans. Je trouve que c'est une super bonne idée. Sauf que si, admettons, on décide de privatiser, dans le fond, privatiser les taxes pour l'eau, ça veut dire que la Ville de Montréal, le Grand Montréal, si on veut, vont descendre les taxes foncières. Ce qui veut dire que les propriétaires vont devoir aussi baisser le loyer, ce qui n'arrivera jamais. La Ville ne va pas perdre des taxes au profit des propriétaires qui vont baisser le loyer. Là, on veut faire mettre des compteurs privés. Okay? Alors, ça veut dire que le locataire, il va payer double taxe. Bien, parce que le propriétaire va y charger la taxe, puis en plus, il va avoir son compte de taxe à lui. Faire mettre des compteurs dans les maisons, ça veut dire que on va trouver une compagnie qui va faire mettre des compteurs. Ça, c'est entre 150 et 300 facilement, minimalement, par compteur, par maison. Ce qui veut dire aussi qu'il faut que tu engages une équipe qui va faire la gestion, la construction, le management aussi de tout ça, les réparations d'eau, vérifier que l'eau est bonne. En plus de ça, il faut mettre une équipe sur la tarification. Ceux qui vont s'occuper, est-ce que tu payes ton compte à temps, est-ce que tu ne payes pas ton compte à temps, tu ne payes pas ton compte, on va couper ton eau. Il y a tellement de complications là-dedans. Puis, je ne dis pas que je suis contre. Déjà qu'on a de la misère à gérer comment on gère nos villes, c'est impossible. Je vous vois hocher de la tête. Est-ce que vous êtes d'accord? En tant que maire, la première chose qu'on nous dit, on est tanné d'avoir des règlements, plus des règlements, plus des règlements. On n'en veut plus des règlements, puis je pense qu'on le voit un petit peu là, dans le monde. Le mouvement de la droite, là, on en voit un peu plus, ça s'en vient pas mal plus. Je pense qu'il y a ça. Il y a le fait que quand quelqu'un va la payer, son eau, il va dire « Qu'est-ce que tu as à venir me dire de ne pas arroser ma pelouse, de ne pas arroser mon asphalte, de ne pas faire... Je la paye, mon eau, chez vous. Hein? » On oublie ça, c'est facile, on voit un compteur d'eau, c'est facile. Mais la gestion, tout ça, rajouter tout ça, on va devenir avec un appareil tellement gros, ça n'a pas de bon sens. Je pense que l'éducation, moi je reviens à l'éducation. L'éducation. Peut-être que ça a été plus facile chez nous parce qu'on s'approvisionne avec l'eau sous nos pieds. On dépend, notre communauté de 16 000 habitants chez nous dépend de l'eau sous nos pieds, de l'aquifère. Alors on leur fait comprendre que, cette année, on a baissé de 2 mm la réserve de l'aquifère d'épaisseur. Alors ça, on les fait comprendre. On leur a montré, on a donné l'exemple aussi en tant que ville. On va chercher de l'eau brute pour arroser nos plantes. On a arrêté d'arroser nos pelouses municipales. On arrose seulement les terrains de jeu. Il faut donner l'exemple, il faut montrer mais il faut faire de l'éducation. C'est là que je rejoins les gens derrière de moi. Si on est éduqué, c'est sûr qu'on ne les aura jamais tous. On ne les aura jamais tous. Il y a encore des prisons. Pourtant, tout le monde sait c'est quoi la morale, mais il y a encore de la prison.
Alors, je pense qu'on ne les aura jamais tous, mais si la vaste majorité va dans un sens, et comme Madame disait, on se surveille entre voisins, puis on se pose des questions. Est-ce que... Tu penses-tu que tu pourrais arroser un peu moins? Elle est pas mal verte déjà, ta pelouse. Mais vous avez connu un grand succès en 2017. Là. Parlez-nous de ça. C'était quoi votre recette? En 2017, en 2015, on avait déjà atteint la réduction du 25 de consommation d'eau par citoyen. Et je pense que c'est suite à ça. On a, premièrement, je vous ai déjà donné des exemples. Ensuite, la détection des fuites. On a mis une grosse équipe pour détecter les fuites d'eau. On a réparé nos fuites rapidement. Il y a beaucoup de choses qu'on a faites dans ce sens-là et ça nous a permis de réduire la consommation d'eau. Et les gens sont conscients que l'aquifère sous nos pieds, c'est limité. Alors, il faut faire attention. Pensez-vous qu'on devrait aller vous consulter pour donner des conseils je suis aux pas rendu là. arrondissements? Non, mais... Je ne suis pas rendu là, mais je pense que l'éducation, c'est vraiment la meilleure façon de travailler. La concertation, probablement. Oui. Là, je veux donner la... Et je reviendrai, je suis bien d'accord avec mon voisin, sur... c'est aussi une mesure sociale. Une famille qui a 5 enfants chez nous va probablement consommer plus, surtout s'ils sont ados, ils sont plus longtemps dans la douche, normalement, vont consommer un peu plus que le monoparental dans son condo. Je sais, je suis conscient de ça. C'est sûr. Parce que ça inclut des valeurs. C'est comme un enfant. Tu sais, la génération en ce moment, c'est sûr que c'est plus complexe. Mais la prochaine génération des plus jeunes, j'ai aucun doute que ça va bien se faire parce que tu inculques des valeurs morales méchantes à des enfants, l'enfant va grandir avec des valeurs morales méchantes. Tu inculques des valeurs positives à l'enfant et d'amour, il va grandir avec ces valeurs-là. Puis là, tu inculques des valeurs environnementalistes à l'enfant, de consommation. L'enfant, il va grandir sur ça. Il va être beaucoup plus agué à vouloir conscientiser ses pères et ses adultes. Puis là, le fait que l'enfant te dit « Hey, l'eau, il ne faut pas la gaspiller », l'adulte va écouter l'enfant. C'est une question de sentiment. Il faut dire que M. Léonard, vous donnez des conférences dans des écoles secondaires depuis longtemps et vous avez un parcours qui était chaotique au début. Et là, c'est un parcours qui est, disons, exemplaire. D'ailleurs, il va y avoir une sortie de livre, votre biographie, je pense. Oui. Incessamment durant la prochaine année. Maintenant, je donne la parole à Anne-Christine Diné, une Française. Alors, vous qui avez entendu tous ces beaux discours-là, quel est votre point de vue là-dessus? Moi, je reste sur mon point de vue que je suis d'accord de payer une facture d'eau. Je paye une facture d'électricité et j'aimerais payer une facture d'eau. Mais par contre, si les taxes diminuent, ce sera plus facile de gérer à côté une facture d'eau. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus démunis. Il pourrait y avoir des retours d'impôts. Bon, moi, je ne suis pas économiste, c'est pas à moi de gérer ça. J'aime beaucoup l'idée de l'éducation, mais je pense que l'eau, c'est tellement important. Et dans quelques années, quelques dizaines d'années, on n'en aura plus ou peu. Je pense que c'est urgent d'agir, de prendre tous les moyens qui sont possibles pour éduquer les gens. Et une des façons, pour moi, c'est de payer une facture. Parce que quand on a notre facture sous le nez, puis qu'on doit faire un chèque ou envoyer un virement Interac, on réfléchit à 2 fois en se disant « Oui, mais je paye quoi là ?» Tandis que quand ça passe dans les taxes, on le voit, on n'y pense plus, on n'y pense pas. Est-ce que c'est détaillé dans les taxes? Est-ce que les gens, s'ils prennent la peine de regarder ça, leur compte de taxes? Oui, Nancy Beaudoin? Bien, moi, en tant que dentiste au bureau, c'est sûr que la taxe, elle comprend une partie d'eau, puis je sais exactement le montant qui est attribué à quoi? À la partie de l'eau. OK. Puis aussi, on a des compteurs au niveau de la clinique dentaire, donc on paye aussi une surtaxe au niveau de l'eau qui équivaut à plus grand que ce qui est déjà contribué au tarif de base. Un compteur d'eau, ça coûte, disons, fourniture, installation, à peu près 400 $, puis c'est suffisant, 400 $. Par bâtiment, par appartement. Disons unifamilial. Ça dure à peu près 20 ans, donc ça coûte à peu près 20 $ par jour. Puis quand les études qu'on a fait, 20 $ par année, je m'excuse, et 20 $ par jour, par année, je m'excuse. Et ce que ça fait sauver, c'est ce qu'on a trouvé à Laval, ça fait sauver à peu près 1,5 fois le montant, donc 30 $ par année, y compris les coûts de gestion et tout ça qui sont associés à ça. Et le coût de gestion, on le récupère largement par l'économie qu'on peut faire. Petit exemple, lors de l'arrosage de pelouse, quand une journée d'arrosage à Laval, il y a l'équivalent d'une usine sur 3 qui ne sert qu'à l'arrosage. S'il n'y avait pas d'arrosage à Laval, on pourrait probablement, l'usine ici pourrait ne pas être construite.
et il y aurait suffisamment d'eau produite par les 2 autres stations. Donc, oui, quand on diminue la demande en eau, on peut sauver des infrastructures, on peut sauver des coûts d'infrastructures qui sont faramineux. Laval, c'est 5 milliards de dollars environ, les infrastructures d'eau. Et les tuyaux peuvent être plus petits si on avait une tradition de consommation plus frugale. Et effectivement, à long terme, il y a des économies qui peuvent être réalisées avec ça. Sauf que là, est-ce que le compteur d'eau a un impact sur la consommation? Je reviens là-dessus. À long terme, oui. Bien, il y a eu une des plus grosses études, ça a été fait pour les gestionnaires d'immeubles à Paris. Hein? Près de 800 immeubles, plus de 60 000 logements. Et il y en a là-dedans qui avaient de ces logements-là, il y en a qui avaient des compteurs d'eau, des fois 2 compteurs d'eau, un pour l'eau froide, un pour l'eau chaude, des fois pas de compteur d'eau. Et l'idée, c'est que la facture arrive par immeuble à Paris. Hein? La ville de Paris ne facture pas chaque appartement. Et la question, c'était, est-ce que ça vaudrait la peine d'installer des compteurs d'eau dans chaque appartement? Et voilà. Eh bien, là, ils ont regardé, est-ce qu'il y a une différence? Ceux qui ont des compteurs d'eau, est-ce qu'ils consomment moins que ceux qui n'ont pas de compteur d'eau? Il n'y a pas de différence statistiquement significative. Fait que là, c'est d'une façon, c'était pas des écolos, là, hein? C'était des syndics d'immeubles qui se demandaient, est-ce qu'il y a une différence de consommation? Il n'y a pas de différence. La ville de Sherbrooke, il y a eu des fusions. Hein? Il y a eu, à un moment donné, il y avait 2 quartiers vraiment similaires, construits par le même entrepreneur la même année, ou à peu près, les mêmes années, bon, les maisons pareilles. Sauf qu'il y en a une qui était sur le base d'une municipalité, l'autre, bon. Il y en a qui avaient des compteurs d'eau dans tous les immeubles, c'était des unifamiliales, l'autre, il n'y avait pas de compteur d'eau. Ils ont mis un compteur d'eau à l'entrée du développement où il n'y a pas de compteur d'eau dans les maisons, puis ils ont regardé ça pendant 2 ans de temps, évoluer, parce qu'évidemment, ceux qui avaient des compteurs disaient qu'il fallait qu'il y en ait partout à Sherbrooke, puis ceux qui n'avaient pas de compteur disaient non, on va... Et ils ont regardé et ils se sont posé la question, ça vaut-tu la peine de mettre des compteurs? Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence. C'est quoi la différence? As-tu un gazon ou tu n'as pas de gazon? Ça fait une différence. C'est quand tu mets des rouleaux de gazon devant chez vous, puis que là, comme disait M. le maire, ils viennent te dire, « Hey, ça va te coûter 1 piastre le mètre cube. » Tu regardes ton gazon jaunir. Ben, c'est pas grave, hein? Donne-moi-en 1 mètre cube. 2 piastres pour moi en 2 mètres cubes. C'est facturé par palier, là. Après, comme 10 mètres cubes, là, on augmente le prix unitaire. Ça augmente de plus en plus, là. À la fin, là, il faut faire attention. Oui, si notre but je vous laisse la parole, M. Charbonneau. Si notre but est que chacun paie pour sa consommation, bravo, voilà les compteurs d'eau, allez-y. Mais si c'est pour économiser de l'eau, c'est un échec lamentable. C'est ça ma conclusion. Et vous? Il y aurait un intérêt à mettre des compteurs d'eau pour des raisons d'équité. Donc le graphique que Jean Lavoie vient de montrer, il y a des gens qui consomment très peu, des gens qui vont être très consciencieux, peu importe le tarif, qui vont installer des pommeaux de douche qui sont économiques, qui vont installer des chasses d'eau économiques, qui vont réparer leurs fuites. Et il va y avoir des gens qui aussi, peu importe le tarif, vont arroser leur gazon le plus possible, vont pas réparer leurs fuites, mettons, parce que font pas attention. Ils vont laver leur auto avec de l'eau potable, parce que c'est de l'eau potable, c'est ça qu'on utilise pour laver nos autos. Et ils paieront la même chose si c'est 2 voisins qui ont les maisons de valeur équivalente. Donc, imposer une tarification volumétrique, c'est aussi faire en sorte qu'on a une répartition plus équitable du tarif, du coût, je veux dire, total. C'est faire en sorte que chacun paye sa juste part. C'est une question de société, installer des compteurs ou pas. À quel point est-ce que c'est important pour nous, en tant que société, d'avoir une répartition plus équitable du coût ou pas? Si c'est important pour nous, on le fait. Si c'est pas important, ben c'est pas grave, mais on révèle que c'est pas aussi important que ça. Moi, je suis plutôt un social-démocrate. Je trouve que la pensée de mon voisin est plutôt extrême droite. Chacun paie pour ce qu'il a. Moi, ça, je trouve que c'est de l'extrême droitisme. Alors que moi, je suis plutôt un social-démocrate. Je veux que tout le monde ait un prix moyen pour son eau. Madame Gauthier, c'est vous, en arrière. des options à prendre. Absolument. Madame Tantôt, Gauthier. je viens à M. le maire et Mathieu parce que l'expérience que moi, j'ai améliorée, oui, des fois, on achète de l'eau et tout, mais j'ai commencé par mon conjoint. On avait le kit là, de la grosse bouteille, puis l'eau. J'ai dit, ben, l'eau à Laval est bonne, là. Ah, je dis non, mais mon conjoint, il dit, non, j'aime pas le goût. J'ai dit, pas le goût. Je dis, veux-tu, je vais te donner un verre. En fin de compte, la machine a brisé. Donc, j'étais contente. Donc, plus de machine. Parce qu'il faut toujours payer d'autres choses. Mes 2 filles, je m'en vais chez eux, regarder la petite. Qu'est-ce qu'ils font pour laver la vaisselle? C'est ouvre le robinet,
la vaisselle et le lavabo, un morceau à la fois. J'ai dit, voyons, j'ai dit, prends-toi un plat, lave la vaisselle de même, tu gaspilles de l'eau, ça sera pas long. Mais moi, je fais le contraire. À la longue, elle me regarde, elle dit, ouais, t'aimes pas ça. J'ai dit, non. Je m'envoie sur mon autre fille. La même chose, c'est d'ouvrir le robinet, laver morceau par morceau. Je dis, vous gaspillez l'eau. Et je vais au marché, fait que quand c'est les spéciaux, des bouteilles, Naya, n'importe lequel, en tout cas, des paniers plein de bouteilles. Je dis, mon Dieu, ça se peut pas. Tout le plastique, le gaspillage. Fait que moi, je n'achète plus parce qu'avant, c'est moi qui transportais des caisses d'eau. Donc, je me suis libérée de ça. Fait que c'est l'éducation, il faut faire beaucoup et répéter aux enfants. Puis quand je vois ma petite fille laver, la grosse laveuse laver une paire de shorts, un chandail, une paire de bas, part la laveuse, je dis, oh mon Dieu, je dis, Nathalie, éduque tes enfants. C'est ça. Mais quand je pars, c'est sûr qu'ils doivent continuer. C'est difficile d'éduquer, on dirait. C'est très difficile. Et je lâche pas. Vous? L'eau, c'est la matière première de la vie. On consomme exagérément, mais si vous pouvez regarder un tout petit peu ailleurs, dans ce qui se passe un peu partout dans le monde, vous allez comprendre que non, nous sommes chanceux, on doit être responsable. Alors, est-ce qu'il faut connaître des conditions extrêmes comme les vôtres pour être sensible à l'eau, être coupé de l'eau pendant 3 jours et après ça avoir de l'eau noire pendant 24 heures? Justement, il faudrait qu'on trouve des stratégies. Par exemple, un film comme ça, peut-être qu'on pouvait descendre au Cameroun ou en Afrique, dans un coin, tourner un film sur l'eau, la rareté de ces ressources dans certaines sociétés, et revenir présenter ça à certaines personnes ici pour qu'ils comprennent que, je ne dois pas gaspiller de l'eau comme ça. Ce que Mme Gauthier disait tantôt, ça nous fait nous rendre compte que les jeunes prennent aussi l'eau pour acquise. Alors, ne serait-ce que pour faire une douche et tout ça, donc les gens prennent l'eau pour acquise et en plus, on a des gouvernements qui ne s'engagent pas pour l'eau. Pour avoir été, je suis encore présidente du Conseil de bassin versant des Mille-Îles. Nous, on s'occupe de la gestion intégrée de l'eau de la rivière des Mille-Îles. Je peux vous dire qu'on cherche des sources de financement pour justement améliorer, que le gouvernement améliore les infrastructures, mais il n'y a pas d'engagement. On sait depuis des dizaines d'années qu'il faut augmenter la capacité des usines d'assainissement des eaux et le gouvernement ne décide pas de le faire. Pourquoi? N'investit pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas populaire auprès de la population, parce qu'on a peur, les municipalités ont peur de dire qu'il y a des périodes où l'eau s'en va non traitée dans la rivière. Ils ne veulent pas dire ça. Ils ne veulent pas faire savoir ça à la population. Si les citoyens étaient au courant de ça vraiment à grande échelle, bien, il n'y aurait pas de problème. Moi, 100 piastres de plus par année, pourvu que mon eau, elle s'en va traitée avant d'aller au cours d'eau. En même temps, si je me mets de l'autre côté puis je me dis, bien, il n'y a personne de malade, il n'y a pas de scandale dans les nouvelles, je n'ai pas le goût à 100 piastres. Oui. Plus ça va aller dans les années qui viennent, à cause des changements climatiques, plus il va y avoir des douches importantes, des chutes d'eau importantes, violentes. Il faut faire quoi? Il faut prendre des mesures comme des bassins de rétention. Ça coûte des sous, et ça n'a rien à voir avec les compteurs d'eau. Parce que ça, les eaux usées, c'est probablement notre principal problème pour l'eau au Québec. Mais il faut, on travaille pas bien. Il faut arriver à un moment où l'eau va payer l'eau. Pas forcément. Mais on n'a pas d'engagement du gouvernement. Ça prend une planification pour le faire. Et c'est très compliqué. Et c'est très compliqué d'expliquer aux gens qu'il faut dépenser beaucoup et plus que maintenant pour que rien ne change. C'est ça qu'on veut. On veut que notre environnement ne soit pas pollué, ne soit pas dégradé. On veut récupérer. On veut récupérer notre eau. C'est pas très vendeur. C'est pas comme un nouveau parc. Ça coûte beaucoup plus cher de traiter les eaux potables parce que les eaux usées continuent à se déverser dans grande partie dans les rivières. Allez demander aux poissons ce qu'ils en pensent. Vous allez voir que la faune aquatique, il y a des problèmes très sérieux. Comment ça se fait qu'on ne peut pas se baigner dans les rivières magnifiques qu'on a autour de Montréal? Bien, il faut non seulement sauver ce qu'on a, mais il faut récupérer de ce qu'on a déjà dégradé. Madame Gauthier, est-ce que vous êtes d'accord pour payer pour votre consommation d'eau? Moi, je suis contre. Il y a assez de pays ici et là. Et je pense toujours aux familles. Il y a toujours des milieux de familles plus riches, les moyens et le petit.
Je connais beaucoup de gens, moi, dans mon milieu, des familles monoparentales, à 2 enfants, 3 enfants, et c'est de rajouter encore des comptes, des montants. Mais je suis contre les compteurs, les taxes. On la paye déjà, la taxe, la Ville Laval. Pourquoi rajouter encore? Je pense toujours aux plus petits. Même le moyen, il goûte aussi, là, mais c'est ça. Je suis contre. Alors, je vais laisser la parole ici à celle qui va faire le tour du centre de traitement d'eau. Amélie. L'être humain va changer ses habitudes à partir du moment où sa propre vie va être impactée. Par exemple, quelqu'un qui a une résidence sur le bord d'un lac, à partir du moment où il va avoir des cyanobactéries puis qu'il ne pourra plus se baigner ou bien que sa propriété va avoir une perte parce que, bien justement, on ne peut plus se baigner dans le lac, là, il va avoir un changement de comportement. On a parlé de punition, on a parlé beaucoup de bâtons, mais on n'a pas vraiment parlé de carottes, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce qui pourrait venir avec les compteurs d'eau, par exemple, mais justement de récompenser les personnes qui ont une utilisation d'eau responsable. Voilà. Rosalie, est-ce que vous avez un point de vue à ajouter avant qu'on termine? Dans le même sens, la sensibilisation, c'est sûr, l'éducation, on en parle depuis tantôt, c'est un point majeur. On le sait qu'il faut éduquer dès le plus jeune âge pour avoir un impact, mais c'est pas suffisant. Comme je vous mentionnais tantôt, tant qu'on n'est pas au pied du mur, on ne prendra pas les mesures nécessaires. Le compteur d'eau, je pense que c'est justement, c'est mettre dans la face du citoyen, regarde, on est rendu là. C'est tous ensemble qu'on doit faire, qu'on doit prendre des mesures pour aller dans une autre idée. On veut avoir une planète pour les générations futures. On veut que les petits-enfants, les arrière-petits-enfants puissent se baigner dans les cours d'eau, qu'on puisse se réapproprier nos cours d'eau, puis qu'on puisse justement se dire, bien, demain matin, j'ai pas le stress. Je sais qu'il va toujours avoir de l'eau, mais c'est par des petites actions. Puis on en est rendu là. On est rendu à se dire, bien, s'il faut que ça nous prenne des compteurs d'eau pour s'ouvrir les yeux, bien, c'est ce qu'on va faire. Monsieur André-Philippe Hébert, vous êtes expert des fuites, vous? J'étais responsable de 42 du territoire de la Ville de Montréal pour l'égout, l'aqueduc, les chemins, la voirie, tout ça. Oui. Donc, l'entretien du réseau avec des fuites et des fuites. Dans les 9 ans que j'ai travaillé avec M. Drapeau, on avait déjà 22 de fuites dans le réseau. Et ça a augmenté avec le temps. Si les paliers de gouvernement, qu'ils soient provinciaux ou fédéraux ou municipaux, mettent des sous, décident que c'est important, ils vont montrer l'exemple aux citoyens et aux ICI, aux industries, commerces et institutions, que ça vaut la peine de sauver l'eau, parce qu'eux autres aussi mettent de l'argent là-dedans. Le deuxième point, c'était celui des volumes. On parlait de 100 à 700 mètres cubes par année. Si on met ça en termes de piscines de 24 pieds, ça va de 2 piscines et demie à 18 piscines par année, par personne. Vous l'avez à grosseur, là. 18 piscines d'eau, là, c'est beaucoup d'eau par personne. Ensuite, l'utilisateur-payeur, il faut s'en aller vers ça, en ayant montré l'exemple avant par les municipalités. Puis le point qui n'a pas été touché, c'est la coordination. On a parlé de ça au début très peu. Il y a, mon épouse me disait qu'il y avait 13 ministères qui s'occupent de l'eau au Québec. Le ministère des Affaires municipales, le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Faune. Il y a 13 ministères qui touchent l'eau, puis ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Il y a de l'argent partout et ça tombe entre deux chaises. Oui. À quelque part, en Ontario, ils ont l'Ontario Authority. Et Denise, dans sa maîtrise, a prouvé qu'en France ou ailleurs, ils ont un organisme central qui coordonne et qui évite des niaiseries. Bon. Ça évite les bêtises. Bon. Puis ça concentre les ressources sur ce qu'ils doivent aller. Oui, il y avait une autre personne qui voulait dire ça. Oui, monsieur, dites-moi. On parle d'éducation, mais je pense qu'il y a une responsabilité du côté de nos élus. Eux devraient prendre, autrement dit, là, c'est pas en installant des compteurs qu'on va régler. Parce que si on regarde, là, ceux qui nous gèrent, ou ceux qui gèrent les budgets, eux autres n'accordent aucun intérêt à ça. Eux autres, fait qu'à ce moment-là, eux autres ont une responsabilité. Puis c'est là que ça devrait être pris initialement. Comme vous disiez, là, il y a autrement dit, là, des sommes faramineuses là, qui se gaspillent. Puis le gouvernement ne prend aucune responsabilité là-dessus.
Alors, on va commencer à regarder nos élus. Que nous donne l'exemple? Parce que ce n'est pas avec les compteurs d'eau que ça va changer. Vous êtes convaincu de ça? Si nos ministres ne sont pas capables de prendre en main notre environnement, au moins que par le biais des compteurs d'eau, les personnes qui sont inconscientes, au moins ça va être payant parce que s'il y a vraiment un fonds qui est géré, non pas nécessairement par nos politiciens, mais par, comme M. disait tantôt, un ministère qui s'occuperait de l'eau ou un organisme qui s'occuperait de l'eau, puis que cet argent-là allait pour dépolluer. J'aimerais que vous leviez la main. Qui est d'accord pour payer pour sa propre consommation d'eau et qui est contre? Juste pour voir si une taxe supplémentaire. Oui, résidentielle. Qui est d'accord, qui est contre? Vous êtes pour? OK, à moitié levée. C'est parfait. Ça a été extraordinaire. On a entendu toutes sortes de commentaires, toutes sortes d'angles super intéressants qui font réfléchir sur la question. J'espère que ça va inspirer les gens qui vont nous regarder et surtout les sensibiliser à notre ressource naturelle qui est si importante. Alors, merci beaucoup de vous être Plusieurs déplacés. œuvres de la collection L'eau, la vie, des passionnés des arts visuels, entouraient les participants au débat. Madame Denise Cloutier, directrice générale du Centre de l'interprétation de l'eau, accompagnée de Madame Francine Gauthier, présidente des passionnés des arts visuels, a offert l'une de ses œuvres à l'un des participants par voie de tirage. 59, 87, 83. Le gagnant, M. Mendy Soudjani, a choisi une œuvre du peintre Le Chat, une huile intitulée « Inondée printanière ».